Bonjour à tous, bienvenue pour Algorithmes et liberté. C'est donc notre thème cet après-midi. On espère bien d'ailleurs que vous allez participer à cette discussion très importante. On a eu une définition déjà des algorithmes. On va en avoir certainement une autre de l'intelligence artificielle. On a vu que dans cette très bonne vidéo, elles étaient très vite associées. Ce n'est pas tout à fait la même chose, on va le préciser entre nous. Alors, je vous présente d'abord nos invités. Donc Diana Filipova, qui vient d'arriver, cofondatrice de WeShare. Diana est très tournée vers l'économie collaborative, mais elle est également écrivain éditorialiste et elle nous donnera un peu la vision effectivement de ce secteur-là et notamment de son rapport aux politiques et au rôle de l'État dans cette problématique qui nous est posée. À côté d'elle, Jean-Gabriel Ganassia, que je salue aussi, professeur des universités Pierre et Marie Curie. Il est également le président du comité d'éthique du CNRS et il a publié pas mal d'ouvrages, je vous y renvoie, tout à fait intéressants sur la science cognitive et le tout dernier, faut-il craindre justement l'intelligence artificielle. À ma gauche, Michel Goya. Michel Goya est, si l'on lit son site, militaire et auteur. On va ajouter qu'il est ancien colonel des troupes de marine. Il analyse avec beaucoup d'acuité, si l'on va sur son blog, on le verra aussi avec beaucoup de liberté, les conflits. Il a un blog souvent critique et tout à fait intéressant et parfois même réjouissant à consulter. Enfin, Antoinette Rouvroy, à sa gauche, est chercheur au Fonds national pour la recherche scientifique, c'est en Belgique, l'équivalent de notre CNRS, c'est bien ça, Antoinette, et elle est également enseignante à l'université de Namur, dont dépend votre centre de recherche. Alors, juste pour introduire notre débat, algorithmes et liberté, évidemment la grande question que vous avez déjà tous lu les uns et les autres dans d'innombrables articles. Si les ordinateurs en venaient à nous surpasser, si tout d'un coup ils nous rendaient inutiles, si tout d'un coup on a à la fois ce sentiment à la fois d'une sourde angoisse dans les papiers même que nous ressentons peut-être, et en même temps d'un émerveillement. C'est cela qu'on va essayer de débattre. En tout cas, jour après jour, on constate tous ces progrès extraordinaires de l'intelligence artificielle. Et la première question que j'ai envie de poser à mes invités, cette expression justement d'intelligence artificielle, est-ce qu'elle recouvre vraiment une réalité? Est-ce que réellement on peut faire un état des lieux à partir de cela? Comment la définissez-vous? Comment l'entendez-vous, ce terme? Et comment distinguer les algorithmes? Jean-Gabriel Ganassia, peut-être, ou Antoinette? On commence avec vous, Jean-Gabriel. D'accord. Peut-être la première chose, c'est de bien distinguer la notion d'algorithme de ce qui a été dit dans le film. Parce qu'un algorithme, c'est très ancien. Le terme vient du nom d'un mathématicien, peut-être vous le savez, c'était un Persan. En réalité, d'ailleurs, il venait même du Caucase, de l'actuel Ouzbékistan. Il vivait entre le 8e et le 9e siècle. Et il a classé des méthodes mathématiques. Et donc, ce qu'on appelle un algorithme, en hommage à donc, ce mathématicien qui s'appelait Al-Khwarizmi, c'est une méthode qui permet d'obtenir des résultats. Mais autant que je sache, au 7e, 8e siècle, il n'y avait pas d'ordinateur encore. Donc les algorithmes, ils sont beaucoup plus vieux que les ordinateurs. Pour essayer de bien se rendre compte de ce qu'est un algorithme, il y a quelques années, j'avais pris un petit exemple. Si vous allez acheter une baguette, elle est à 1,20 €, vous donnez un billet de 5 €, et vous dites 5 moins 1,20, ça fait 3,80 €. Ça, c'est un algorithme que vous avez en tête. Et la boulangère, elle a un autre algorithme. Elle fait le complément à 5. C'est-à-dire, elle fait 1,20 et 20, 1,40 et 10, 1,50 et 52 et 2, 4 et 1,5. Donc c'est un autre algorithme, le résultat est le même. Vous voyez qu'on n'a pas besoin d'ordinateur. Donc il y a une confusion entre les deux. Bien sûr, les ordinateurs, ça permet de mettre en place des algorithmes extrêmement puissants. Alors maintenant, on va revenir à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, a priori, ça n'a rien à voir. Mais un point que vous n'imaginez pas, quand j'ai commencé à faire de l'intelligence artificielle, on disait dans ma communauté que l'intelligence artificielle, c'était formidable parce que c'était de l'informatique non algorithmique. Alors qu'est-ce qu'on voulait dire par là? On voulait dire que lorsque vous faites un algorithme, plus exactement lorsque vous programmez une machine avec un algorithme, vous détaillez la séquence des opérations que la machine doit exécuter, et ce pas à pas. Vous donnez des ordres, des instructions. C'est à la fois des ordres au sens où on va intimer à la machine de faire quelque chose, et en même temps, vous le donnez en séquence. Tandis qu'en intelligence artificielle, à l'époque, il y avait l'idée qu'on donnait des connaissances, un peu comme dans notre tête, dans n'importe quel ordre, et que la machine les utilisait. Alors maintenant, je vais revenir à la définition de l'intelligence artificielle. Le terme a été introduit il y a pas mal d'années, en 1955, par deux jeunes... années 50, 60, voilà, on en parlait déjà. Deux jeunes mathématiciens
qui à l'époque avait 28 ans, qui s'appelaient John McCarthy et Marvin Minsky. Et ils ont eu l'idée, les ordinateurs, premier ordinateur électronique, je le rappelle, c'est 1946. Donc vous voyez que les ordinateurs avaient 9 ans, moins de 10 ans. Et ces jeunes gens venaient voir ces machines, elles les fascinaient, et ils se sont dit, peut-être qu'avec ces machines, on va essayer de mieux comprendre ce qu'est l'intelligence. L'intelligence, on ne sait pas ce que c'est, hein, et on ne sait toujours pas ce que c'est. Mais justement, on aimerait l'approcher. Et leur idée, c'est que l'intelligence, on pouvait la décomposer en fonctions cognitives élémentaires. La mémoire, le raisonnement, la perception, etc. Et qu'ensuite, on pouvait construire avec ces ordinateurs des programmes qui simulaient ces différentes facultés cognitives. Et cette discipline, donc, qui aide à mieux comprendre l'intelligence avec le moyen d'outils fabriqués par les hommes, ils ont appelé ça intelligence artificielle. Donc voilà l'origine du terme, et donc terme qui a eu beaucoup de succès. Alors bien sûr, le terme était un peu ambigu, ce qui fait qu'il a eu du succès d'ailleurs. C'est-à-dire que derrière, on se dit, intelligence artificielle, ça veut dire qu'on fabrique une intelligence avec un artefact. Alors bon, on est un peu troublé parce qu'on se dit... et puis on n'est pas loin de se dire que c'est une intelligence qui va dépasser la nôtre. Bien sûr, puisque c'est tout d'un coup une machine qui s'anime. Et il y a, en plus, dans cette idée-là, il y a à la fois, on refait ce qu'a fait Dieu d'une certaine façon. On crée une entité. Et donc il y a un peu une crainte de transgression derrière ça, et c'est peut-être ce qui fait que toujours aujourd'hui, donc les deux définitions coexistent. Il y a la discipline scientifique, mais dans le grand public, souvent, quand on vous dit une intelligence artificielle, vous dites ah ouais, c'est une entité, c'est terrible. Et alors moi, chaque fois, on me dit mais quand est-ce qu'elles vont nous dépasser exactement? Alors, c'est ce qu'on va voir. On ne va pas aller trop loin pour l'instant, Jean-Gabriel Ganassia. Autre essai de définition, peut-être l'intelligence artificielle. Antoinette Rouvroy, peut-être. Oui, vous ne l'entendez pas de la même manière. Non, je ne l'entends pas de la même manière. Enfin oui, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais en plus, j'ajouterais que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler dans la presse, etc. Et pour moi, c'est surtout le symptôme d'une sorte de mystification, en fait. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui intelligence artificielle, c'est une forme élaborée, intensifiée de gouvernance par les nombres. Or, la gouvernance par les nombres, les gens ne veulent pas être gouvernés par les nombres. Pourquoi? Ils ne veulent pas être hyper quantifiés. Ils ne veulent pas être mis en concurrence les uns avec les autres à l'échelle quasiment infrapersonnelle de la donnée, donc à une échelle quasiment moléculaire. Donc, par rapport à cette gouvernance par les nombres, à cette société du scoring, une société de notation dans laquelle, par exemple, les assureurs, les employeurs, etc., pourraient hiérarchiser les personnes ou les classer en fonction de risques qui sont détectés, mais non pas à l'échelle de ce que vous avez fait, de ce que vous êtes en train de faire, mais à l'échelle simplement des traces que vous laissez et des corrélations qui sont détectées entre les traces que vous laissez, ou plutôt que vos comportements essaiment à la façon de phéromones numériques. Et donc, ce qui relie en quelque sorte vos formes de vie à des modèles, des modélisations algorithmiques impersonnelles mais prédictives. Les gens ne veulent pas être gouvernés comme ça. Donc, comment faire pour quand même imposer ce modèle? On va parler d'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, c'est comme si ça nous tombait du ciel. C'est quelque chose, c'est une intelligence alien. Et c'est vraiment alien. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que c'est fondé sur... D'abord, il y a une sorte de résurgence aujourd'hui de deux aspects. D'abord, c'est l'aspect corrélationniste. C'est-à-dire, c'est une forme de compréhension du monde qui se fonde d'abord sur la détection de corrélations entre des points de données qui ont été émis dans des contextes hétérogènes, sans lien de causalité. Et donc, on fait primer, si vous voulez, une compréhension purement inductive, purement statistique du réel sur les ambitions de la rationalité moderne, qui était de relier les phénomènes à leur cause. Donc, ici, on est dans une forme de rationalité qui oublie la causalité, qui renonce à comprendre le monde, mais veut simplement le prédire, en prédire la survenance. Et un autre aspect, c'est la résurgence aussi du comportementalisme, une forme de comportementalisme numérique. Les théories comportementalistes ont eu assez mauvaise presse, mais là, elles ressurgissent un petit peu par la bande grâce à l'intelligence artificielle, comme on l'appelle, ou la stupidité artificielle. Comme vous l'appelez. Voilà, comme moi je l'appelle, j'appelle la stupidité, précisément parce qu'on renonce à comprendre les causes des phénomènes. Donc c'est une forme de stupidité. Bon, il faut bien le dire, mais une stupidité très opérationnelle. On renonce à dire, puisque comme vous l'exprimez parfois, on est près
dit déjà. C'est-à-dire, on Voilà. n'a même plus besoin de dire. On n'a même plus besoin de c'est dit à notre raconter. place. Non, voilà. On va le redévelopper un petit peu plus mais, après. mais alors, par rapport, juste un mot sur ce comportementalisme numérique, qu'est-ce qu'il présuppose? En fait, les machines, pour les machines qui nous lisent comme ça, qui essayent de nous prédire, nous ne sommes pas des sujets. En fait, il n'y a aucune forme résiliente, ni même la forme objet, ni même la forme sujet. Les machines, les algorithmes, si vous voulez, ne voient que des réseaux de données qui sont évolutifs en temps réel au fur et à mesure que les données s'alimentent elles-mêmes, se récoltent elles-mêmes, etc. Donc, en fait, l'individu, on ne parle même plus d'individu, on peut plus parler avec Deleuze, par exemple, de dividu. Le dividu n'est rien d'autre que la somme de ses relations, c'est-à-dire des relations avec l'environnement, des relations avec ses contacts Facebook, des relations avec certains lieux, etc., qui sont ce qu'on appelle aussi les traces numériques. Mais les traces numériques ne disent rien de la personne, ne disent rien. Donc, il n'y a plus personne. Mais donc, l'intelligence artificielle, pour moi, c'est le symptôme, en fait, d'une tentative d'immunisation du calculable, contre l'organicité de la vie, contre l'organicité, contre la matérialité, contre la vie, en fait. Une vision plus négative, clairement, que celle de Jean-Gabriel Ganassia. Juste pour ce qui ne veut pas dire que vous reniez absolument du tout, toutes parce ces que formes-là. Mais on y reviendra. je veux pas qu'il n'y ait pas de malentendu, parce que sinon, voilà. Ce dont c'est je parle plutôt ce ici, qu'on en fait qui vous dérange. C'est un usage particulier, c'est-à-dire l'usage de ce qu'on appelle l'intelligence des données, des big data, du data mining, etc., à des fins de modélisation des comportements humains, c'est de ça que je parle. Là, ça me pose problème. Par contre, quand c'est utilisé dans le cadre de l'épidémiologie, on va y revenir, Antoinette. Il faudra revenir dessus, bien sûr, pour usages. préciser un tout petit peu Ça ne veut pas ce dire, qui apparaît comme étant un désaccord, qu'il est peut-être moins d'ailleurs que cela. On y reviendra, on reste sur les définitions qui nous ont été apportées. Je voudrais vous donner 2 actualités peut-être qui serviront de base à notre discussion. Pour aller un peu dans le sens d'Antoinette Rouvroy, un groupe, c'est une actualité alors très récente, un groupe composé de certains des meilleurs joueurs de poker du monde, vous avez déjà lu ce genre de choses, n'est pas parvenu à battre un robot lors d'un tournoi marathon de 20 jours. C'est un programme d'intelligence artificielle qui a été développé, s'appelle Libratus, qui a été développé par une université américaine du Texas, qui a donc fait paraître cette annonce en disant au passage d'ailleurs, on parle toujours beaucoup d'argent aux États-Unis, que le robot avait gagné plus d'1 million de dollars. Mais ce n'est pas la première fois que l'élite mondiale d'un jeu particulier, vous vous souvenez peut-être que c'était arrivé pour le jeu d'échecs, vous vous souvenez peut-être aussi que ça a été le cas également pour le jeu de Go. Ce qui semble embêtant, si on peut dire, dans cette histoire, c'est que la victoire au poker, c'est un nouveau jalon. Du point de vue des scientifiques qui ont mené cette expérience, c'est un nouveau jalon parce qu'au poker, comme on le sait, on bluffe, on triche et donc on ne peut pas voir le jeu des adversaires. Ce qui veut dire que l'ordinateur a été capable de déjouer, d'apprendre quotidiennement des erreurs des autres pour arriver à affiner son propre jeu et au final pour les battre. Donc ça pose quand même pas mal de questions et ça rejoint ce que nous a dit il y a déjà pas mal d'années l'astrophysicien Stephen Hawking, qui était très inquiet quand même du développement sans contrôle de l'intelligence artificielle. On va en reparler. La deuxième actualité, elle est française, c'est le gouvernement qui a, vous le savez peut-être, vous l'avez peut-être vu passer, demandé une mission au député Cédric Villani, le mathématicien, et à son ministre, le secrétaire d'État numérique, Mounir Majoubi, pour une mission sur l'intelligence artificielle. On a eu un premier bilan à mi-parcours qui va peut-être là aussi nous servir de base pour discuter. Déjà, engager la puissance publique, je regarde Diana Filipova, c'est un point important pour elle, à tous les niveaux. Ouvrir les données à tous en protégeant les usages, pas forcément la collecte de données. C'est un point sur lequel je voulais vous entendre. Anticiper bien sûr les impacts sur l'emploi et le travail. Fournir un cadre éthique, Jean-Gabriel Ganassia s'en occupe, si on peut dire, et développer bien sûr la recherche en faisant bien attention à ne pas laisser fuir les talents. La compétition, on l'imagine, est très féroce. La Chine a pris une très large avance, les États-Unis aussi, et nous aimerions bien garder nos habiles chercheurs. Diana Filipova sur tout cela. Bonsoir, enfin bonjour. C'est vrai que je pense qu'on va tous essayer de dire à peu près la même chose en le formulant différemment ce soir. Mais quand on vous écoute, en fait, on a l'impression d'un monstre qui marche avec ses gros bras. Tentacules énormes. Un pas après l'autre, avec ses énormes mains, il est en train de nous rabattre une à une nos capacités qu'on croyait hier
exclusive réservée à l'homme. D'abord la capacité de lire et de comprendre l'autre, ensuite la capacité de calculer des opérations complexes, la capacité de jouer à des jeux très complexes, la capacité d'intuition et de bluff, ça va vraiment très très loin, la capacité d'aller contre la loi finalement. On pensait qu'une machine ne pourrait pas faire ça. Donc il y a quelque chose effectivement de magique qu'on voit dans les algorithmes et dans l'intelligence artificielle qui participe d'un certain nombre de représentations qui sont aujourd'hui véhiculées via bien sûr les articles d'ailleurs plus ou moins bons ou intelligents ou fouillés qu'on lit. Moi, j'aimerais prendre une autre approche qui est un peu plus philosophique et voir l'algorithme, l'intelligence artificielle, tout cela comme une couche de représentation. Donc, pour le dire simplement, quand je vous parle, on se parle. Il y a bien sûr quelque chose qui se passe entre nous. Il y a la captation vidéo, il y a le fait que j'utilise des mots que vous ne comprenez pas forcément, mais néanmoins, je m'adresse directement à vous. Il n'y a pas entre nous beaucoup de couches qui s'intercalent. Quand vous êtes face, par exemple, à un écran, à un smartphone, qui est pour le coup un terminal, un appareil, vous recevez un certain nombre de signaux et d'informations qui vous paraissent naturels, allant de soi. Finalement, même un enfant de 3-4 ans, quand il prend un iPad ou un iPhone ou n'importe quel smartphone, on a l'impression qu'il arrive à le maîtriser très rapidement. On se dit, il y a quelque chose d'évident, d'immédiat qui est en train de naître entre moi et ce terminal. Finalement, on en revient quelque part à être des enfants face à ça, avec un jeu qui répond à certains des stimuli qu'on lui donne, en fait des inputs. On scrolle à droite, on scrolle à gauche, et ça donne quelque chose d'évident auquel on est très rapidement habitué, et j'irai plus loin, auquel on devient très rapidement habitué, presque addict en fait. En fait, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'immédiateté. Entre moi et le terminal, il y a 1 million de couches de représentation qui ont été intercalées entre le créateur de l'application, le créateur du terminal, qui ont fait des choix, qui en fait sont des choix éthiques, qui sont des choix non seulement rationnels, mais aussi des opinions, qui ont conduit à formaliser ce terminal-là et cette application-là, qui n'ont absolument rien d'évident, mais qui sont la conséquence de choix humains. Et pire que ça, c'est la conséquence de l'interaction d'une très grande quantité de choix humains dont l'issue est difficile à prédire. Et donc moi, j'ai affaire à ça. Et j'ai l'impression que c'est évident. En fait, ça n'a absolument rien d'évident. Et pour commencer à un peu fouiller la question, il faut comprendre. Pour le dire un peu de façon philosophique, on est face à des causes qui nous déterminent absolument, de façon très fortement, et qu'on est en quelque sorte incapable de connaître. C'est une définition un peu spinoziste, mais c'est un peu ça. Je peux prendre un peu un exemple littéraire, une petite analogie, j'aime bien fonctionner par analogie. Nous avons donc La Recherche du temps perdu, Marcel Proust, qui a affaire à un certain nombre de symboles, de réactions de lui-même, de phénomènes qu'il essaie de comprendre. Alors, ça peut être les cloches, ça peut être les pavés, ça peut être la Madeleine, ça peut être le phénomène de jalousie. Et donc, il met toute sa vie et toute cette œuvre littéraire, en fait, lui sert à comprendre comment fonctionnent ces phénomènes, qui sont pourtant des phénomènes auxquels on a affaire toute notre vie. Ils sont extrêmement simples. Ce sont des émotions, des signaux, la jalousie, l'amour. Bon, évidemment, lui est très pessimiste, mais on peut l'être un peu moins. Et toute sa vie, il passe à ça, et dans le temps retrouvé, enfin, il arrive à un moment, il arrive au bal, avec tous ces visages décrépits, ses corps un peu rabougris, et il est dans une espèce de béatitude, encore une fois pour reprendre un terme spinoziste, parce qu'il comprend pourquoi ils en sont arrivés là. Pour des choses très simples, ça lui prend une vie et une œuvre littéraire entière. Alors, il ne faut pas qu'on se trompe face à des interactions aussi complexes que les terminaux, les applications. Ça va aussi nous prendre un peu de temps. Donc, c'est cette erreur en fait, de perception face à des couches de représentation multiples et difficiles à comprendre qu'on doit être extrêmement méfiant. Voilà, ça c'est ma première réponse. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on ne sait pas bien en fait ce qui se passe à l'intérieur, comme une sorte de boîte noire qu'on n'arrive pas vraiment c'est le terme généralement utilisé. Et d'ailleurs, oui. Ce qui m'interpelle et qui montre que la question des algorithmes n'est pas une innovation soudain arrivée au XXe siècle, mais c'est le prolongement d'un certain système économique, technologique, industriel qui existe depuis plus de 50 ans. C'est qu'avant, on parlait de boîte noire dans les années 30 pour désigner une firme. C'est la première leçon. On dit, c'est quoi une firme économique ? C'est une boîte noire. Alors après, il y a Keynes qui est arrivé, il y a les hétérodoxes, on a dit que non, il y a le behaviorisme, c'est pas une boîte noire, il y a des comportements humains qui fonctionnent là-dedans. Mais en fait, on est face exactement à la même chose, à la boîte noire de l'algorithme. Et nous, on est un homo technologicus, un homo determinus, enfin je sais pas, mais en tout cas, c'est la continuité directe de l'homo economicus. Ce n'est pas du tout une innovation. Mais ça va encore plus loin. Parce qu'avant,
en tout cas il y a peut-être 30-40 ans, la puissance publique, le gouvernement assumait encore une certaine responsabilité face à ce qu'on était. On n'était pas seulement un homo economicus, on était aussi un homme, un individu, une part d'un tout collectif inséré dans un ensemble de relations sociales, économiques. Et en fait, peu à peu, évidemment, en utilisant le langage de la rentabilité, de la performance, on est arrivé à rapprocher l'individu un peu plus de cet homo economicus. Donc, au lieu de tirer dans la science économique les concepts d'il y a un siècle pour essayer de les raffiner, de les rendre plus proches de la manière dont nous fonctionnons, on prend l'homme et on essaye de le rabattre dans ses comportements à une représentation, à un modèle. Et ce qui vous inquiète, ce qui m'inquiète, juste pour finir, c'est qu'on est exactement en train de faire la même chose avec l'intelligence artificielle. Au lieu de tirer cette intelligence artificielle pour dire on va la complexifier, on va faire en sorte de l'étudier plus profondément pour la rendre plus proche de nos comportements, on prend l'homme et on essaie de le faire fonctionner comme un algorithme. Et avec ça, à mon avis... Oui, avec deux soucis majeurs. Oui, pardon, je vous interromps pour qu'on puisse poursuivre notre premier tour de table, mais avec deux soucis majeurs que vous redévelopperez. C'est d'une part un contrat social quand même qui vous paraît menacé. On va parler des inégalités aussi devant cette intelligence artificielle. Et puis un vide politique qui est aussi un autre des problèmes que vous venez d'aborder. Alors faisons un pas de côté avec Michel Goya, qu'on n'a pas encore entendu. Intelligence artificielle dans un domaine, le vôtre, Michel Goya, le domaine militaire, les algorithmes armés menacent-ils nos libertés? Je reviens sur le thème de liberté. Vous entendez constamment parler de drones, de robots. Vous dites assez drôlement, oui, ça concerne le militaire. Il y a quelques dizaines d'années, on avait coutume de dire que le soldat était le juste milieu entre l'homme et la chose. Oui, alors Clémenceau disait milligramme plus petite unité de poids, millimètre plus petite unité de longueur, militaire plus petite unité d'intelligence. C'est encore mieux. Voilà. C'est encore mieux. Voilà, ça nous met dans... J'ai été militaire pendant 31 ans, donc c'est de quoi je parle. Mais non, mais effectivement, la première tentative d'avoir des automates, des sortes d'intelligence artificielle bourrées d'algorithmes, ce sont les soldats. Au 19e siècle, on disait... Voilà, ils l'ont toujours été, oui. Bien sûr, non, mais bien sûr. C'est l'exemple parfait que décrit Julien Auffray de la Métrie dans L'Homme-Machine, c'est le soldat au 18e siècle, que l'on recrute, selon l'encyclopédie, dans la partie la plus vile de la nation, et qu'ensuite que l'on dresse, que l'on mécanise véritablement, avec des procédés qu'on utilise d'ailleurs pour nourrir les intelligences artificielles d'aujourd'hui, par le dressage, le terme est utilisé jusqu'au XXe siècle, et on le bourre d'algorithmes. C'est-à-dire que voilà, un soldat, c'est quelqu'un qui a plein de procédures, qu'ils apprend par cœur. Actuellement, ça s'appelle des règles d'engagement, et tout ça, voilà, c'est le premier automate. Alors, au passage, donc, ces intelligences artificielles faibles ou fortes, je ne sais pas, militaires, vous en avez des milliers qui circulent dans les rues de France et accessoirement, elles ne font pas particulièrement peur parce qu'elles sont fiables. Là, je le dis au passage aussi, vous êtes beaucoup intervenu, peut-être que certains s'en souviennent, sur l'opération Sentinelle, voilà, c'est à ça que vous faites allusion. Et oui, non, mais bien sûr. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord, mais ça rejoint notre débat, en fait. De certaines façons, oui. Alors, juste deux éléments. D'abord, sur les algorithmes, effectivement, il faut distinguer les algorithmes militaires utilisent depuis toujours. Moi, j'ai tué en utilisant des algorithmes. Et sans utiliser un seul ordinateur. C'est-à-dire, quand j'ai fait une mission à Sarajevo, ma mission principale, c'était de lutter contre les snipers des tireurs d'élite qui tiraient sur la population et sur nous. Et je les ai combattus par le calcul. J'en ai vu très peu, et donc j'ai déterminé par le calcul d'où venaient leurs tirs, par l'étude des sons, l'étude des impacts, tout un tas de choses. Statistiquement, je suis arrivé à déterminer d'où venaient les tirs, à quel moment venaient les tirs. Donc j'ai fait une étude de comportement sur des individus que je ne voyais pas. Et à partir de là, je tirais sur des zones particulières, avec des armes particulières pour les éliminer. Donc par pur calcul, mais sans utiliser un seul ordinateur. Et j'utilisais des procédures, des formes de calcul. Maintenant, l'intelligence artificielle militaire, ça sous-entend, en réalité on parle de ça, ça sous-entend l'emploi éventuel d'instruments autonomes, au sens où ils sont capables des machines, allez, on va dire autrement, des machines, des drones, des robots qui sont capables d'utiliser, de prendre des décisions tout seuls. Bon, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'en réalité, il n'y a pas un militaire, il n'y a pas une armée au monde qui a envie de ça. Il y a 10 ans, j'avais des ingénieurs de chez Thales, je crois, qui étaient venus me voir en me disant, voilà, on est en train de réfléchir effectivement à des drones qui soient capables de prendre des décisions tout seuls, de tirer tout seuls. Mais je dis, mais vous êtes fous.
Je veux dire, qu'est-ce qui vous prend Mais écoutez, on y est, non, Michel? Pardon On n'y est pas là actuellement? Non, mais non. Et puis, il y a deux choses. D'abord, effectivement, il y a des éléments techniques. On utilise des robots, on utilise des armes. Il existe déjà des armes automatiques. Vous avez, depuis les années 80, on utilise des obus, on les lance en l'air, ils utilisent un parachute, ils regardent ce qu'il y a autour, ils sont capables d'identifier des chars et de se diriger dessus. Donc ça, on a. Eh oui. Maintenant, ce que... oui, je leur disais, voilà, une armée, finalement, une force armée, c'est une immense machine à contrôle. On dispose d'une puissance considérable. Une armée française deviendrait folle et tuerait des millions de personnes. Mais on est une immense machine à contrôle. On parlait des soldats de Sentinelle, donc cette sorte d'intelligence artificielle avec deux bras, deux jambes qui circulent dans les Hauts-de-France, bourrés d'algorithmes. Ce soldat, ce simple soldat, et je pense qu'il faudra beaucoup de temps pour arriver à la perfection de ce soldat. Il est surveillé par un chef d'équipe, lui-même surveillé par un chef de groupe, surveillé par un chef de section, commandant de compagnie, un bataillon, un chef général de brigade, de division, chef d'état-major des armées, président de la République, qui peuvent tous s'adresser à lui. Et à la limite, l'évolution des technologies de l'information vont plus dans le sens d'un contrôle, d'un verrouillage, que dans le sens de l'autonomie. Donc imaginez qu'on va commencer à développer des armes qui vont échapper au contrôle, c'est un non-sens. C'est un non-sens militaire. Le drone remplacer des soldats sentinelles par des robots, si tant est qu'on puisse y arriver, ce qui est, à mon avis, extrêmement compliqué et coûteux, non, je ne connais pas... Vous ne croyez pas du tout? Ah non. Pas du tout. Vous ne pensez pas qu'un jour on y parviendra ou qu'on souhaitera le faire? Parce que vous Non, dites non, mais il y a trois aucune éléments. armée n'en a envie, mais on peut imaginer qu'une armée peut-être un peu plus autoritaire, je ne sais pas, ait recours à ce système si elle le juge plus efficace Une armée encore l'homme. d'un État autoritaire aura encore plus de contrôle. Encore une fois, on utilise des robots. On utilise plein de robots. On utilise des drones, etc. Mais tous les robots qui sont utilisés, soit ils ont des algorithmes très simples, et encore une fois, des algorithmes, on en trouve partout, dans les avions de ligne, partout. Soit ils ont des algorithmes très simples. L'obus dont je parlais tout à l'heure, il est utilisé dans un contexte très, très particulier. Sauf bug, il ne va pas confondre un char T-72 russe avec une Clio. Donc tout ça, c'est très simple. En réalité, c'est très verrouillé. Et encore une fois, on ne souhaite pas du tout avoir quelque chose qui échappe. Tout, voilà, c'est bien comprendre. Il y a des fantasmes là-dessus. Tout ça, il y a une sorte de bulle. Ça reste dans l'ordre du fantasme pour vous. J'aimerais bien que Jean-Gabriel Ganassia a très envie de réagir. Et Antoinette, moi, il y a deux choses. D'abord, sur la définition de l'intelligence artificielle, donc j'ai essayé de faire une généalogie du terme intelligence artificielle. Mais je suis d'accord avec ce que dit Antoinette sur le fait qu'aujourd'hui, intelligence artificielle évoque quelque chose de très particulier. Mais il faut bien comprendre que ça n'est qu'une partie de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est par exemple, je vous ai dit, intéressé à la modélisation de toutes les facultés cognitives. La mémoire, le langage naturel, la question de la compréhension du langage, la question de la perception. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on ne parle que d'une seule chose, qui est l'apprentissage machine, et en particulier l'apprentissage profond. Et à ce moment-là, je vais reprendre ce qu'a dit Diana, et je suis tout à fait d'accord. L'intelligence artificielle, à une époque, s'est beaucoup occupée des représentations. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une représentation? C'est ce qui vous permet de rendre les choses présentes de nouveau. C'est lié à la mémoire. Et si elle a évoqué Proust, bien sûr, c'est certainement associé à cette idée-là. Dans les années 70, on a beaucoup travaillé en relation avec des psychologues pour se demander quels étaient les formalismes qui allaient pouvoir dresser une analogie entre ce qui se passait dans notre tête et puis ce que les machines essayaient de construire. Et aujourd'hui, depuis à peu près 7-8 ans, avec l'apprentissage profond, on nous explique qu'il n'y a plus besoin de représentation. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire qu'on nous dit qu'il n'y a plus de langage. Tout va se faire de façon automatique. Vous allez avoir une image, et puis vous mettez une machine magique, et elle va à partir de ça apprendre. Donc vous allez donner 200 millions de visages, on va vous donner pour chaque visage le nom de la personne, et vous allez à partir de ça engendrer une machine qui va reconnaître les visages. Alors bien sûr, sur les visages, nous ne savons pas comment nous faisons, on peut concevoir une machine qui le fasse de façon parfaitement efficace. Ça marche bien pour la reconnaissance des visages, ça marche assez bien pour la reconnaissance de la parole, et pour faire des machines à dicter, ça va beaucoup moins marcher
pour d'autres applications de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, alors c'était sur l'aspect Voilà, je militaire. voudrais que vous répondiez à Oui. ce que nous dit Michel Alors, Goya, moi, je crois qu'il faut distinguer qui ne croit pas trois en fait, choses. réellement à ce qu'on ira Je plus crois qu'il loin. faut distinguer 3 points. Et c'est très important pour qu'on comprenne bien dans le domaine militaire ce qui se produit. C'est d'une part la notion d'autonomie, deuxièmement l'intelligence artificielle, troisièmement les armes létales, parce que c'est ça qui fait peur, c'est-à-dire les armes qui tuent. Alors, il y a depuis très longtemps des armes autonomes qui n'utilisent pas d'intelligence artificielle. Une mine, c'est tout à fait autonome, en ce sens que il n'y a pas, c'est ce qu'on appelle l'autonomie au sens technique, c'est la séquence de causalité, l'enchaînement des relations physiques qui va de la prise d'information à l'action. Une mine, vous avez, lorsque vous marchez dessus, ça explose, il n'y a personne qui est derrière. Donc ça, il n'y a pas d'intelligence artificielle dans une mine. Alors ensuite, l'intelligence artificielle, ce sont des armes qui utilisent les technologies dont je vous ai parlé, par exemple pour faire de la reconnaissance, pour éventuellement faire de la déduction, mais ça n'est pas obligatoirement destiné à une arme autonome. C'est-à-dire qu'on peut avoir des systèmes d'armes qui ne sont pas autonomes et qui utilisent de l'intelligence artificielle. Et puis le troisième point sur les armes létales. Donc vous avez des mines, c'est létal. Mais vous avez des systèmes d'armes qui ne sont pas létaux et qui sont autonomes. Par exemple, vous pouvez avoir des systèmes de brouillage d'informations qui vont être offensifs et qui ne vont pas nécessairement être létaux, qui vont désorganiser l'armée adverse et qui peuvent utiliser éventuellement l'intelligence artificielle. Ou vous pouvez avoir des petits robots démineurs qui utilisent de l'intelligence artificielle, qui sont autonomes et qui ne sont pas létaux. Au contraire, ils protègent les soldats. Et alors donc, je crois que lorsqu'on distingue ça, on se rend bien compte qu'il y a un excès dans ce que l'on nous a dit sur l'intelligence artificielle. Et bien sûr, on nous fait peur en nous racontant l'histoire d'armes qui seront terrifiantes parce qu'elles vont décider à notre place. Je ne sais pas si vous vous Parce souvenez. qu'elles vont échapper à Elles l'ordre. vont échapper. Et il y a eu une lettre ouverte qui a été lancée par des grands industriels qui nous expliquent, attention, il y a une troisième révolution dans l'art de la guerre qui fait qu'on va passer aujourd'hui à des armes qui seront autonomes au sens, non pas où une mine est autonome, mais au sens où ces armes vont décider d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles vont choisir leur ennemi. Alors ça, bien sûr, ça fait frémir. Oui. Et ils nous disent absolument, il faut faire un moratoire là-dessus. Elles vont le Donc, repérer, elles vont le Elles vont le repérer et Michel Goya, elles sous vont votre l'identifier. contrôle. Voilà. Alors, bien Et sûr elles que- vont intervenir alors, avant que quand on lui-même ne frappe. Voilà, quand on est un technicien comme moi, on sait que ça n'a aucune réalité. Pour que vous compreniez bien, je vais prendre un petit exemple. La voiture autonome, vous savez ce que c'est ? C'est une voiture avec des capteurs et vous lui dites, par exemple, je veux aller cet après-midi à la plage, et donc elle est capable de déterminer à partir des capteurs qu'est-ce qu'il y a sur la route, qu'est-ce qu'il y a comme circulation, vous conduire à la plage, etc. Une voiture qui serait autonome au sens où on parle d'armes autonomes, ce serait une voiture qui dirait « Ah ouais, tu vas aller à la plage ? Non, mais moi j'ai regardé, en réalité j'ai vu que tu avais des problèmes de dents, j'ai pris rendez-vous chez le dentiste pour toi et tu vas aller chez le dentiste. » Ou alors elle dit « Non, moi j'ai pas envie d'aller à la plage, j'ai envie d'aller à la montagne, je vais à la montagne, c'est meilleur pour toi, etc. » Donc ce seraient des armes Non, mais qui la ne question, feraient pas ce que l'on a souhaité qu'elles La fassent. question, Jean-Gabriel Ganassia, c'est possible ou pas qu'un jour elles nous disent il vaut mieux que tu ailles chez le dentiste? Non, c'est pas Vous n'y possible. croyez À pas moins, du tout. non, j'y crois pas, à moins que l'on donne un critère explicitement, qui soit un but fourni de l'extérieur. Mais le fait qu'elles aient D'accord. une volonté propre, ça c'est une fiction totale et je crois qu'il faut vraiment les dénoncer. Et on nous Ouais. fait peur avec, il faut se Mais demander Michel- plutôt quelles sont les motivations de ceux qui essayent de nous faire peur avec ça. Michel Goya, et puis pardon, Antoinette Rouvra après. Oui, bien Juste sûr. une Alors, réponse encore à une fois, cela. on utilise des armes qui ont une certaine autonomie dans un cadre très précis, avec des algorithmes relativement simples d'emploi. Les missiles balistiques, ils obéissent à un certain nombre de séquences automatiques durant leur vol. On a maintenant, effectivement, des robots des robots vigiles, gardiens. Les Sud-Coréens, puisqu'on parle beaucoup de la Corée en ce moment, les Sud-Coréens utilisent des Sur la robots frontière, sur oui. la frontière. Bon, on est dans des cadres extrêmement précis. Vous avez des bateaux, vous avez des navires, par exemple, qui ont des systèmes de tir automatiques pour se protéger contre des projectiles qui arrivent extrêmement vite, qui dirigent, par exemple, des mitrailleuses automatiquement. Bon, Ça veut Ah, dire aussi- qu'ils décèlent le c'est projectile un qui arrive. objet qui arrive sur le navire et Ils le décèlent à temps, automatiquement, ils quoi. vont guider les mitrailleuses qui vont l'abattre. Ce qu'un homme ne sait pas faire, on est d'accord. Ça va trop vite.
à la limite, pour une décision humaine. Bon. D'accord. Mais on est dans un cadre qui est en réalité relativement simple. Les mêmes bateaux disposent de systèmes de tir contre les avions. Et là, c'est déjà un peu plus compliqué parce qu'il faut distinguer l'avion civil de l'avion militaire. Et ce qui est un de ces navires, d'ailleurs, un jour, Il y a des erreurs. a détruit un avion iranien en 1988. Tout à fait. Déjà, ça veut dire que c'est assez ancien. Mais alors, ce qui est intéressant, en réalité, c'est que la destruction, elle vient d'une erreur humaine. C'est-à-dire que l'équipage se méfiait du système automatique en disant « Oula, on ne va pas l'utiliser et on va s'en passer ». Et finalement, c'est une erreur humaine qui a abouti à cette destruction. C'est qu'encore une fois, on se méfie énormément de tout ce qui peut remplacer l'homme. Là, ça me fait penser à Dune, le livre, hein, tu ne remplaceras pas l'homme, tu n'imiteras pas l'être humain. Les militaires n'ont pas du tout envie d'avoir des machines qui remplacent l'homme. Je voudrais, Antoinette Troubrois, sur cet aspect militaire aussi, hein, vous vouliez réagir à ce que nous a dit Michel Goya. Je voulais réagir à ça. C'est quelque chose d'assez rassurant d'entendre que les militaires n'en veulent pas. Cela dit, aux États-Unis, quand même, l'ancien directeur de la NSA a dit lui-même « We kill by metadata ». Ça veut dire, en fait, qu'ils reconnaissent avoir, notamment en Afghanistan, identifié des cibles pour des frappes de drones sur base de métadonnées. Alors qu'est-ce que c'est que les métadonnées ? Ce ne sont pas des données qui sont directement relatives à un individu identifié ou identifiable, données à caractère personnel. Ce sont plutôt des données relatives au contact, les types de contacts, des données relationnelles, des données de position, etc. Donc ils ne donnent pas vraiment une information sur qui est la personne, sur l'identité de la personne, mais qui indiquent néanmoins un risque, c'est-à-dire qui relie la personne à un profil de terroristes potentiels. Alors, comment sont fabriquées ces modélisations ? Ça, c'est quelque chose d'assez compliqué. D'ailleurs, il y a un mémo de Snowden qui est sorti grâce à Snowden qui explique très clairement le programme Skynet de la NSA, ce programme justement de détection des terroristes potentiels grâce aux métadonnées. Et alors, on voit là, il y a un slide PowerPoint qui est assez hallucinant où la NSA, enfin ceux qui ont fabriqué ces systèmes, montrent un petit peu, avec beaucoup de fierté, le résultat de l'analyse de métadonnées qui montre que finalement, c'est un journaliste d'Al Jazeera qui est déclaré comme étant à 80% de risque d'être terroriste potentiel. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, pour faire son travail de journaliste, il a été dans certains lieux, il a eu des rapports avec certaines personnes qui le désignent. Certains sites, il a consulté certains sites qui le désignent comme terroriste potentiel. Mais c'est une erreur manifeste, bien entendu. Mais la confiance dans ce système était telle que c'était présenté par les gens de la NSA comme une grande victoire. Ils ne s'étaient même pas demandé qui était en fait cette personne. Vous voyez ? Donc il y a quand même une tentation. Il y a un vrai danger. Et ils ont reconnu qu'ils ont tué des gens sur base de ce type d'intelligence-là, intelligence, l'intelligence des données, et non pas l'intelligence du renseignement humain. Et donc là, il y a quand même, je pense, Michel Goya hocher la tête. Mais je voudrais juste terminer là-dessus. Bon, la tentation est grande. La tentation est grande parce qu'évidemment, lorsqu'on est confronté à la nécessité de décider de tuer ou de laisser vivre une personne, c'est une décision absolument tragique à prendre parce que on décide toujours en situation d'indécidabilité, en fait. Quelle que soit la circonstance. Et d'ailleurs, il n'y a pas de décision qui soit une véritable décision si ce n'est pas précisément qu'on est en situation d'indécidabilité. C'est pour ça qu'on a à trancher, justement. Et ces machines on prétend que ces machines vont nous dispenser de cette épreuve extrêmement tragique d'avoir à faire face, à décider et donc à assumer l'indécidabilité. Alors, je voulais juste revenir sur cette question de l'erreur humaine, justement, parce que ça me fait penser, et c'est intéressant de passer d'un domaine à l'autre, pour montrer des questions qui résistent transversalement quand on passe d'un domaine à l'autre. Il y a eu des tests qui ont été faits de robotisation de pharmaciens. Oui. Vous permettez, Antoinette, que Michel Goya réagisse à ce que vous venez de dire, parce que je l'ai vu. Ah oui, d'accord. C'était je vraiment l'ai vu hocher la tête à ce que vous disiez sur ce cas américain qui arrive à repérer et à éliminer d'éventuels suspects. Juste une réponse pour ensuite je reviens sur votre dialogue. Non, alors, très Michel rapidement, Goya. plusieurs choses. D'abord, effectivement, il y a plusieurs types d'emploi de la force dans des contextes particuliers. Un engagement militaire, je dirais classique, le champ de bataille, on a des chars en face de nous, les choses sont relativement claires. En réalité, la plupart des engagements militaires se font différemment. On est au milieu des populations et on est dans des contextes qui relèvent plus de la science complexe, en réalité, que du déterminisme. Donc on est face à des individus qui sont identiques à la population civile et qu'il faut discriminer. Et ça ressemble, par certaines façons, à un travail
très policier d'enquête. Et donc ce travail de recherche, de calcul, ça ressemble beaucoup en fait à un travail d'enquête. Après, le véritable problème, c'est celui de la décision. À partir du moment où la décision reste humaine, on est dans un champ qui me paraît tout à fait classique. Là où effectivement ça pose véritablement problème, c'est lorsqu'on abdique cette décision humaine et qu'on la confie à des ordinateurs, que ce ne sont plus des humains qui décident de tuer. Là, on est dans un autre contexte. Mais dans un contexte possible. C'est ça que soulignait Antoinette Rouvroy. Oui, alors, mais non, parce que... Oui ou non, je ne sais pas. Oui, mais tu avec quoi aussi? C'est-à-dire que... C'est des frappes de drone, Hellfire. Oui, mais le drone, il est lui-même piloté par un bien être sûr, humain, quelqu'un qui va décider du tir au bout du Absolument. compte, qui voit la cible, qui va décider du tir. Donc Ouais. on reboucle toujours encore sur une décision humaine. Voilà. Et Alors, ça quittons le domaine voilà. militaire. Moi, je voudrais que Diana ait le temps de réagir aussi. Voilà, Antoinette. ça fait idéalement le point avec ce que je voulais dire relativement aux pharmaciens. C'est exactement la même situation en fait. Hein. On a déployé des robots pharmaciens dans certaines pharmacies pour éviter, pour détecter les erreurs de prescription, les surprescriptions, les incompatibilités de médicaments, etc. Parfois, les pharmaciens peuvent louper un truc. Et en fait, ces dispositifs étaient extrêmement sensibles. C'est-à-dire que l'algorithme, lui, ne faisait pas d'erreurs, même d'erreurs minimes, c'est-à-dire un tout petit peu de surdosage, etc. Il ne faisait pas d'erreurs. Donc l'alerte sonnait tout le temps. Et l'alerte était tellement fréquente que les pharmaciens ont appris à ignorer cette alerte. Bon, ok, ça va, hein, l'algorithme, ils exagèrent, il est trop sensible. Ce qui fait qu'en fait, à force d'ignorer l'alerte, il y a eu des morts. Parce qu'effectivement, il y a eu une surprescription d'antibiotiques, un type qui a reçu des doses absolument massives. Mais vous voyez, alors dans ce cas-là, ça montre bien que l'enjeu, il est dans le rapport que nous avons avec ces machines qui peuvent être extrêmement utiles, mais qu'on doit apprendre à ne pas doter d'une intelligence la même que la nôtre. Et surtout, c'est notre thème, ne pas les laisser enfreindre notre liberté. Notre liberté de choix, bien sûr. Mais c'est difficile parce que quand par exemple, dans le domaine de la libération conditionnelle, il y a aujourd'hui des algorithmes qui aident à prendre des décisions de libérer conditionnellement des personnes qui pourraient être éventuellement récidivistes, des modèles de récidivisme, de comportement de potentiel récidivisme. C'est très difficile pour un juge des libertés de décider de relâcher quelqu'un dont l'algorithme a dit qu'il était potentiellement récidiviste. Pourquoi? Parce qu'alors, la personne humaine assume personnellement un surcroît de responsabilité par rapport à un calcul, et ce surcroît de responsabilité, en cas d'échec, c'est-à-dire de récidive concrète, il aura à l'assumer en défendant sa décision. Avec quoi va-t-il la défendre? Quel type d'argument? Il devra la défendre sur base d'arguments quantitatifs pour répondre à l'argument quantitatif de l'algorithme. Et donc, vous voyez, c'est très difficile de résister, en fait. Cette recommandation, elle est en fait, ça équivaut à une substitution de la décision automatique à la décision humaine, dans les faits. Et donc, ça continue de vous inquiéter, c'est très clair. Diana Filippova, ces exemples assez frappants qu'on vient d'avoir. C'est très intéressant. Je pense qu'il y a vraiment plusieurs choses à comprendre. La première, c'est que on met, donc c'est un peu polarisé. La première, c'est qu'on met trop de confiance dans la technologie. Et je vais encore prendre un exemple parce qu'elle nous fascine aussi, elle nous émerveille. On se dit qu'elle ne se trompe jamais, que les algorithmes ne peuvent pas se tromper parce qu'ils ont accès à tellement de données, qu'elles sont en permanence en train d'apprendre. C'est le fameux machine learning. Je vais prendre un exemple qui est un peu ancien, qui est tiré du roman qui a reçu le Goncourt cette année, d'Éric Huyard, qui s'appelle L'Ordre du jour. Et donc il raconte notamment tout l'épisode, c'est très drôle, hein, je vous recommande la lecture, c'est excellent. Il parle de la Blitzkrieg. Donc évidemment, la Blitzkrieg, depuis qu'on a 5 ans, on nous apprend que c'est la grande arme avec laquelle les Allemands ont envahi absolument tous les pays, ont tout détruit, et donc ils sont trop forts parce qu'ils ont inventé cette technologie qui s'appelle la Blitzkrieg. Eh bien, Éric Huyard raconte que pendant l'Anschluss, donc en fait la première fois que les Allemands ont testé la Blitzkrieg, outre le fait qu'il y a une affaire de bassesse humaine, de personnes qui ont trahi, de petites personnes, il y a surtout que les Allemands ont calé. Ils n'ont pas réussi à arriver à temps, alors qu'ils étaient attendus par les Autrichiens, qui étaient à Vienne, en train de se préparer à les recevoir, les grands libérateurs, etc. Eh bien, ils ont calé, en traversant la frontière, leurs tanks, ils ont calé, leurs chars, ils ont calé. Donc mais calé physiquement, les moteurs ont calé, hein, c'est bien ça. Bien sûr, oui. Le moteur a calé. Ils ont dû se glisser sous la boue, évidemment. Alors, ils pensaient qu'ils allaient traverser ça très triomphalement, arriver avec, bien sûr, la foule en liesse. Pas du tout. Ils étaient plongés dans la boue, dans la suie, sous leur tank, en train d'essayer de le réparer.
Eh bien, l'histoire a quand même gardé ce côté blitzkrieg. Donc, technologiquement, les Allemands étaient supérieurs à nous, ce qui nous permet en fait d'oublier un certain nombre d'erreurs, bassesses, décisions, on va dire du second cercle de décisions qui ont conduit à l'Anschluss, évidemment, à l'engrenage qui a mené à la Deuxième Guerre. Donc, ce que je voulais montrer par là, c'est déjà que la technologie, on a tendance à se déresponsabiliser, tout simplement parce que, c'est mon deuxième point, la technologie a tendance à nous rabattre dans notre individualité solipsiste, en quelque sorte. Donc, on est seul face aux algorithmes, on est seul face à Facebook. Il y a une espèce d'avatar de nous qui est recréé par ces services. Et cet avatar-là, en fait, il a été mis en équation. Mais ce n'est pas nous. Enfin, l'être que vous êtes sur Facebook, ce n'est pas vous. Je pense que si vous réfléchissez à ce que j'essaie de vous dire, cette distinction à faire, elle est extrêmement importante. En fait, c'est quelqu'un qui a été créé de toutes pièces. C'est une intelligence artificielle, en tout cas, c'est un avatar artificiel. Et on aimerait bien qu'en fait, on fonctionne comme cet avatar, parce que ça serait beaucoup plus simple pour nous connaître. Si on prenait les mêmes décisions que la Diana Filipova, qui est présente sur Facebook, qui a un tel comportement, qui a regardé des couches pour bébé il y a 2 semaines, donc qui va forcément en acheter dans 2 semaines, etc. On aimerait qu'on soit ça. Or, c'est ça probablement le problème de tous ces algorithmes-là, c'est qu'ils nous rabattent à quelque chose qui est beaucoup plus mauvais que ce qu'on est, beaucoup moins complexe, beaucoup moins Ils vous épais. réduisent surtout, ils vous cantonnent dans un c'est une a autre priori. question, je pense qu'on pourrait peut-être parler de la prédiction ensuite, c'est un gros sujet. On va en Est-ce parler. qu'ils sont capables de J'aimerais produire bien. autre chose que ce qu'on a déjà été, donc considérer que l'homme est bête, qu'il ne peut jamais dévier Et qu'il d'un ne changera comportement pas, voilà. qui a été, encore une fois, les anticipations adaptatives, est un concept qui est issu de l'économie et qui est transposé dans la technologie de l'économie. L'homme est bête, il ne peut pas agir autrement que par la somme de ses comportements passés. Et donc c'est comme ça qu'on est censé fonctionner. Donc on est un avatar, un individu qui en plus ne peut s'intéresser qu'à Star Wars parce qu'il a regardé une bande-annonce de Star Wars la semaine dernière. Donc ça c'est la deuxième chose. La troisième chose que je voudrais préciser sur ce que vous avez dit, et c'est extrêmement important, c'est la liberté de décider et de dire non à ce que nous propose la machine. Parce que si on peut finalement schématiser ce qui existe aujourd'hui, c'est qu'on a une proposition qui pourrait être émise, par exemple, je vous recommande d'aller voir un tel site ou je vous recommande de visiter quelque chose. Et en fait, on est supposé être des êtres libres, autonomes, absolument pas du tout déterminés, et de dire non, voyons, je ne veux pas du tout aller sur ton site internet, je vais fermer cet onglet et je vais faire autre chose. Si seulement c'était comme ça. Mais en fait, on est extrêmement sensible. On est extrêmement sensible à ces recommandations et on a tendance à les suivre. Dans la plus grande... Théoriquement, on ne devrait pas. Théoriquement, on devrait être pourvu d'une volonté et d'une autonomie de décision qui ne nous permettent pas de nous rabattre sur cette proposition. Mais en fait, dans les faits, on ne le fait pas. On suit ce qu'on nous propose. Et ce qui fait que, donc l'exemple que vous avez donné sur l'arme automatique, je pense que le vrai problème, c'est quand l'homme est intégré en tant que dernier chaînon dans la chaîne de commandement mécanique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, finalement, à un moment donné, on a une proposition, on peut dire non, mais dans 99,99% des cas, on ne va pas avoir tendance à le faire. Et en fait, je vous donne l'exemple que vous donniez, le fait qu'on puisse automatiquement suivre une recommandation. Il y en a un autre, par exemple, dans cet incident dont vous avez peut-être entendu parler, un docteur qui s'est fait traîner d'un avion d'United Airlines aux États-Unis. Vous vous souvenez de cette vidéo où vous voyez les gardes qui le sortent, qui le traînent par les pieds. Alors en fait, l'histoire, c'est que l'algorithme qui fonctionne pour United Airlines a recommandé de dégraisser l'avion de 4 personnes. Il dit, il faut tuer 4 personnes, on n'a plus de place. Premièrement, c'était faux. L'avion n'était pas en surcapacité, il y avait largement la place pour personne. Donc des gens n'ont pas vérifié derrière si l'algorithme avait dit juste. Et puis, il a dit, voilà, ces 4 personnes-là, il y a une probabilité très importante qu'ils soient plus disposés à changer de vol et à prendre le vol suivant qu'un autre. Donc ils ont dit, ok, très bien, on y va. Ou alors celui-là. Lui, il veut pas, on le traîne par les pieds. Il y a eu à aucun moment... C'est une un fonctionnaire s'est posé la question. Donc, c'est une bureaucratisation, pour le coup. Bureaucratisation accrue, déjà dans une société relativement bureaucratique, c'est pas, je pense que tout le monde est d'accord, qui va en plus intégrer l'homme encore plus dans cette chaîne de commandement et en fait automatiser. Il va nous automatiser. C'est là où on est en fait en quelque sorte, on équivaut à des automates et on est ce dernier stade. Bon, ça serait bien possible de le supprimer, mais si on peut pas le supprimer, eh ben, autant qu'on agisse selon les prédictions si on était un automate. Alors, Diana Filipova et vous tous, bien sûr, on va vous demander aussi dans un moment à la salle d'intervenir. Il y a sûrement beaucoup de questions pour vous 4. Une fois qu'on a fait cette sorte de bilan d'état des lieux, avec des nuances dans vos différentes interventions,
comment lutter contre ça? L'exemple très, très intéressant que vient de nous donner Diana Filipova, effectivement, on obéit à l'algorithme, on ne se pose même pas la question de savoir s'il a tort. Comment lutter contre ça? Ça fait partie quand même, là je lisais au début la mission intelligence artificielle confiée à Cédric Villani, j'imagine que tous les pays se demandent comment faire. La question est complexe, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ouvrir les données, on ne peut pas éviter d'ouvrir les données de toute façon. La collecte de données, elle est là. Donc, protéger les usages, est-ce que c'est ça la bonne direction, Jean-Gabriel Ganassia? On nous laisse entendre que ces algorithmes Comment reprendre la main si on l'a sont perdu? opaques, hein, que ces systèmes d'intelligence artificielle nous échappent et que c'est une complexité telle que nous serions totalement impuissants. Or, quand on les regarde en détail, on se rend compte qu'il y a des implicites qu'on est capable de comprendre. Et je pense qu'il faut les expliciter. Il faut d'abord que ce soit une décision qui soit proposée, que l'on introduise des critères qui soient transparents pour qu'on comprenne quels sont les éléments qui ont été pris en considération. Je vais donner 2 exemples. Un très simple. On a utilisé des systèmes prédictifs pour établir les primes d'assurance automobile. Alors vous allez me dire, c'est formidable, parce que comme ça, on paye pour les mauvais conducteurs. Et on s'est rendu compte à ce moment-là, les gens qui ont fait ça l'ont caché. Il y a une mathématicienne américaine qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Weapon of Math Destruction, qui en français, ça donne arme de destruction mathématique, mais ça sonne comme arme de destruction massive. Et elle montre le caractère prédateur des systèmes prédictifs dans l'aide à la prise de la décision. Donc elle dit, à un moment donné, par exemple, les assurances ont dit, il y a un très très bon critère pour prévoir la probabilité d'accident de voiture. C'est quoi? C'est le code postal. Alors, bien sûr, ça marche bien statistiquement, mais justement, ça n'est pas du tout lié à l'individu. C'est un peu, je pense que ce qu'Antoine a dit, c'est-à-dire que la personne est évacuée complètement. Donc ça, c'est dramatique, et je pense qu'il faut qu'on soit capable, chaque fois qu'il y a une décision qui est proposée par un système d'intelligence artificielle, de nous expliquer sur quels critères il est pris en compte. Puis alors, le deuxième point... Et là, on est au cœur des inégalités sociales. Tout à fait. Oui, c'est totalement discriminatoire. Tout à fait. Bien sûr. Le deuxième point, qui est très intéressant pour montrer qu'on est capable de faire des bêtises avec l'intelligence artificielle, mais ça n'est pas l'intelligence artificielle qui est responsable. Moi, je voudrais la défendre, contrairement à certains ici. C'est pas l'intelligence artificielle, c'est la façon dont on l'utilise, et on nous laisse entendre qu'elle est automatique. Alors, c'est une expérience qui a été conduite il y a 2 mois, l'article est sorti il y a 1 ou 2 mois, par une équipe de psychologie sociale de l'université de Stanford. En plus, ça en impose, c'est une grande université, qui utilise des images qui sont sur des sites de rencontres où les gens déclarent leur orientation sexuelle. Et à partir de ça, ils entraînent un réseau de neurones et ils sont capables de déterminer automatiquement, en fonction du faciès, l'orientation sexuelle. Alors, c'est ça va très, très loin, quelque chose de très, très choquant, parce que ça veut dire qu'il y a une espèce de déterminisme, et que ça n'est pas une question de choix. On est dans une table ronde sur la liberté, donc ça veut dire qu'il n'y aurait pas de liberté. Ça ressemble à une science très ancienne qui s'appelait la physiognomonie, qui déterminait le caractère des individus en fonction de leur faciès. Donc ça, c'est quelque chose de très ancien. On n'a pas eu besoin d'intelligence artificielle pour détecter on pensait qu'ils pouvaient être délinquants, les visages de criminels. Il y a des gens qui ont été supprimés parce qu'ils avaient un faciès qui les prédisposait justement à commettre des actes délictueux. Donc vous voyez, c'est la même pensée, la même logique qu'une logique antérieure. Et je crois que c'est la bêtise humaine qui, sans intelligence artificielle, sans être artificielle, peut perdurer. Donc il faut que l'on soit intelligent avec l'intelligence artificielle. Voilà, là, vous n'accusez pas l'intelligence artificielle. Non, je pense qu'il faut que l'intelligence artificielle soit un partenaire, mais il faut qu'on se donne les moyens d'en faire un vrai partenaire, que ça nous aide. Et je crois qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles l'intelligence artificielle est un complément, c'est une augmentation de notre intelligence. Grâce à l'intelligence artificielle, on peut faire énormément de choses. Je crois qu'on est négatif, mais il ne faudrait pas. Moi, je travaille dans mon activité, entre autres, sur ce qu'on appelle les humanités numériques. C'est-à-dire comment faire en sorte que le travail dans les disciplines d'érudition soit reconduit, soit instrumenté avec des outils d'intelligence artificielle. On fait ça sur la littérature. Ce n'est pas une automatisation de la littérature, ça n'aurait aucun sens. Au contraire, c'est une pénétration beaucoup plus grande avec des questionnements qui vont faire des opérateurs d'interprétation avec des outils d'intelligence artificielle. Je trouve que c'est quelque chose de vraiment passionnant. Et donc, je crois qu'on peut être intelligent avec l'intelligence artificielle, mais on peut être très bête et très stupide, comme on l'a été pendant des siècles. Simplement, c'est amplifié par le fait qu'on a des outils automatiques.
Oui, c'est ça, c'est démultiplier. Merci à tous les quatre, en tout cas, d'avoir des exemples très, très concrets, comme celui que vous venez de donner sur le faciès, ou celui de Diana auparavant. Ça nous aide à bien comprendre un discours qui est quand même assez pointu, hein, il faut bien le reconnaître. On est dans des domaines assez forts. Alors, si je peux Antoinette dire, Roubras, oui. Oui, si je peux dire un mot, s'il fallait essayer de conclure ce qui est une tâche absolument impossible, hein, totalement impossible. D'ailleurs, c'est ça qui est bien, hein, c'est qu'on n'arrive jamais au bout de ce genre de questions. Je dirais que pour organiser une forme de récalcitrance, hein, ce qu'avec quelques collègues belges on a appelé cette gouvernementalité algorithmique, qui est en train de nous arriver un peu dans tous les domaines d'activité et de gouvernement, hein, dans tous les Vous voulez secteurs. dire qu'il prend le pouvoir dans le sens de gouvernementalité, c'est ce que vous voulez dire? Oui, c'est-à-dire que c'est un nouveau mode de gouvernement qui est nourri essentiellement par des données, hein, plutôt que fondé sur des normes délibérées collectivement, etc., sur des normes sociales aussi, etc. Non, ça remplace les institutions, ça remplace le droit, ça remplace les normes, et au profit d'une forme d'optimisation de l'état de fait, en fait, hein, parce que les données n'attestent jamais que de ce qui a déjà existé, ce qui a été produit, ce qui a trouvé un présent dans lequel s'actualiser. Et donc cette forme d'optimisation du présent, comment en fait libérer l'avenir, l'advenir, face à cette sorte de prédation, hein, d'anticipation sur le possible, grâce à ces algorithmes qui se prétendent dotés de caractère prédictif, alors qu'en fait ils sont préemptifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de meilleur moyen que de lutter contre l'incertitude de l'avenir que de produire soi-même l'avenir, hein. Donc quand on fait une modélisation de certains comportements humains, on sait très bien, c'est ce que Yann King appelle le nominalisme dynamique, eh bien, les êtres humains se conforment ou s'écartent de la catégorie dans laquelle on les met. Donc ça agit, ça ne décrit pas l'avenir, ça agit sur l'avenir, ça le forme en quelque sorte. Donc j'ai 3 voies de récalcitrance, si je peux me permettre. 3 voies qui ne sont pas tout à fait stabilisées, bien entendu, hein. Tout d'abord, première voie, c'était une voie, se rendre compte des ambitions épistémiques très particulières de cette data science, hein, de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui. Eh bien, c'est en quelque sorte une ambition d'instaurer un régime d'indistinction entre les signaux numériques et le monde. En fait, les signaux numériques ne sont plus là, ne prétendent plus représenter le monde, mais le remplacer, hein. C'est vraiment l'idéologie technique derrière le capitalisme des big data, que de dire finalement les données, elles sont exhaustives. C'est le monde dans son entièreté qui est mis sous forme de données. Et à partir du moment où une représentation, même plus une représentation, mais une présentation constante, mise à jour à la microseconde près de l'ensemble des comportements humains, effectivement, on peut avoir l'impression qu'on peut se passer de toute forme de représentation. Donc, en quelque sorte, c'est une passion pour le réel, en fait. C'est une passion pour la suppression de toute intermédiation, de toute représentation, comme si le monde n'avait plus besoin d'être représenté. Et donc, c'est l'utopie d'un accès au monde qui soit émancipé même du langage lui-même, hein. Le monde où les données seraient le langage des choses elles-mêmes, les choses qui parlent pour elles-mêmes, donc ça paraît tout à fait objectif. Et je pense qu'il faut des mots. On n'a plus besoin des mots. Or, nous, en tant qu'êtres humains, nous n'existons qu'à travers les formes que nous créons pour nous relier au monde auquel nous n'avons jamais accès autrement que par ces formes. Donc ce qui est menacé, c'est effectivement cet écart dont nous avons besoin, cet écart qui fait que nous parlons, hein. C'est parce que nous n'avons pas un accès immédiat au monde et les uns aux autres que nous parlons. Donc ça, déjà, critiquer cette adéquation, cette immanence, cette prétention à l'immanence. Je pense qu'il y a tout ce qu'on appelle les critical data studies, qui sont maintenant un champ assez important, qui montrent justement tous les biais qui sont dans les données, mais aussi les critical algorithmic studies, qui effectivement revendiquent l'auditing d'algorithmes pour en montrer les biais, etc. Tout ça, ça va un peu dans le bon sens. Deuxième aspect, je pense qu'il faut être tout à fait récalcitrant à une présentation qui prend un tour un peu épidémique, une présentation épidémique de ce qu'est, par exemple, le retard de paiement, le risque, etc. Si vous voulez, si on évalue vos risques de non-remboursement de crédit sur base simplement de vos phéromones numériques, en fait, ce n'est pas votre comportement actuel, ni même votre comportement passé, ni le fait que vous avez un contrat à durée indéterminée qui va faire qu'on va vous accorder ou non le crédit. Aujourd'hui, ça va être en fonction du code postal où vous habitez, du type de supermarché que vous
que vous fréquentez, du type d'amis que vous avez sur Facebook. Si vous avez pas mal de gens au chômage qui sont dans vos amis Facebook, vous risquez De votre pouvoir état de santé, quand même. voilà. Ou bien si vous consultez pour votre mariage, vous consultez des psychologues de couple, eh bien on va vous refuser le crédit. Voyez. Et donc c'est en fonction non pas de ce que vous êtes, mais des relations. Et ça c'est un type épidémique en fait. C'est comme si ça s'attrapait de l'extérieur. Vous allez dans les mauvais lieux, vous attrapez un mauvais risque. Voyez. Il faut absolument alors face à Mais ça. comment on lutte contre ça? Parce qu'on a bien le alors droit d'aller voilà. consulter un site de mariage si on est fiancé. Et oui, et c'est pour ça qu'il faut revendiquer. Comment ça, pouvons-nous nous voilà. faire Troisième nous aspect de organiser? ma réponse du coup, faire ressurgir du sujet. Alors le sujet à mauvaise presse depuis les années 60, 70, j'allais dire 70, pardon. Voilà, cette notion de sujet. Alors comment recréer des processus vraiment de subjectivation, faire valoir ce que le sujet a de singulier et d'irréductible à cette race numérique. Alors pour ça, avec mon collègue Thomas Berns, on avait imaginé il y a quelques années 3 métadroits, comme on avait appelé ça, parce qu'on ne savait pas, faute d'autre chose, hein, c'est comme ça, les juristes et les philosophes inventent parfois des concepts un peu bizarres. Hein. Alors, premier métadroit, c'est-à-dire que c'est plutôt des sortes de capacités. Et lorsque ces capacités ne sont pas là dans la population, on ne peut plus se dire en état de droit. C'est ça un métadroit. Eh bien, première capacité de rendre compte par soi-même et de se rendre compte de ce qui nous fait agir. Hein, c'est la capacité de rendre compte de nos motivations. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une motivation ? C'est pas en revenir à un sujet soi-disant libre, rationnel, autonome, qui serait maître de sa propre intentionnalité. Non, moi, je suis assez déterministe. OK, on ne sait pas pourquoi on agit de telle ou telle façon. Mais néanmoins, on a cette capacité de fabulation a posteriori, c'est-à-dire de recréer du motif, de la motivation. Et qu'est-ce qu'un motif ? C'est quasiment esthétique. Un motif, c'est du contre-profilage. C'est-à-dire qu'on relie par le récit des points distincts dans l'espace et dans le temps pour se recréer comme animal autobiographique. Hein ? Parce que c'est ça que nous sommes, comme disait Derrida, nous sommes des animaux autobiographiques. Donc, rendre compte. Deuxième capacité absolument essentielle, la capacité de désobéir. Alors, c'est y compris à la loi. Alors, quand je dis ça en fac de droit, on me regarde un peu de travers, mais c'est une condition même de la légitimité de toute norme de laisser la possibilité d'y désobéir pour la contester et pour la faire évoluer. Donc c'est une condition, par exemple, la vitalité du processus normatif juridique de la loi, elle présuppose de la désobéissance. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on désobéit à une loi, et si on est pris, eh bien, il y a un jugement. On va devant le juge expliquer les raisons pour lesquelles on trouve que cette loi n'est pas juste et pour lesquelles il faut la revoir. À partir du moment où il y a suffisamment de cas, c'est toute l'histoire des civil rights aux États-Unis, hein, dans le fond, eh bien, le Parlement se saisit de la question et fait évoluer le droit. Mais quand vous avez des systèmes préemptifs, prédictifs, qui jouent en fait sur des aspects de votre environnement de manière à ce que, sans que vous vous en rendiez compte, certaines choses deviennent juste infaisables, impensables, et que du coup vous êtes par défaut obéissant, on peut se passer de la désobéissance, on se passe du juge et on fige le phénomène normatif. Et enfin, troisième élément, là, mais ça je vais passer très vite, c'est cette capacité à être oublié, hein, l'art de se faire oublier. Ça c'est quelque chose sur lequel je ne reviens pas. Enfin par rapport à cette question de la transparence des algorithmes. On va y revenir, si vous le voulez bien, on va faire réagir un petit peu sur vos 3 propositions de récalcitrance, c'est votre mot. D'accord, voilà. oui, plutôt que la résistance, parce que la résistance, ça présuppose qu'on reconnaisse l'ennemi déjà comme étant un ennemi, comme étant quelque chose qui s'impose à nous. Ouais. Nous, la récalcitrance, ça fait autre chose à côté. Et la désobéissance, ça nous plaît bien aussi. Mais ça peut passer par des choses extrêmement simples. Lorsque, je ne sais pas, ça nous arrive à tous, on vient constamment nous demander de juger, par exemple, une conversation que nous avons eue avec tel ou tel opérateur, par exemple, ou de donner notre avis sur un produit qu'on a voulu nous vendre, ou est-ce qu'on a été content du vol qu'on vient d'effectuer. Ça, c'est de la récalcitrance, non ? Peut-être on n'est pas obligé de répondre. C'est Exactement, une manière de nous identifier ça, aussi. vous connaissez le personnage de Bartleby, de Voilà. Melville. I prefer not to. Voilà. Moi, je pense que cette réticence, cette ça réticence, peut commencer par voilà. des petites choses. Oui, comme cette ça. petite chose, c'est cette capacité à n'être pas là où nous sommes attendus, tout simplement. Voilà. Et ça, c'est voilà, nous On sommes pas. arrête de nous sommes pas notre demander de profil. juger. Voilà, et nous sommes toujours, même si nous sommes profilés d'une certaine manière, nous sommes toujours capables de faire autre chose que ce dont nous sommes capables, en fait. Hein, voilà. Alors, autre thème, on reviendra sur la transparence, hein, je vous ai interrompu, mais autre thème sur lequel j'aimerais vous entendre les uns et les autres, c'est le rôle de l'État, le rôle de la protection aussi de la cohésion sociale. On parle de liberté. Quel doit être le rôle de l'État pour garantir nos libertés devant tout ce que nous avons exposé là depuis un moment ?
et quel est le risque pour la cohésion sociale ou comment faire pour la protéger. Jean-Gabriel Ganassia travaille, on l'a dit, sur des questions d'éthique, mais vous y avez réfléchi aussi, Diana, et sans doute sur le plan militaire également. C'est une question qu'on se pose. Qui veut commencer à répondre? Qu'attendez-vous de l'État dans ce domaine pour préserver à la fois la cohésion sociale et les risques que nous avons énumérés? On attend de l'État qui... De l'État, des États, hein, parce Des que États, oui, un mais- seul État n'agira jamais tout seul, j'imagine, sur ces questions-là. bien qui joue son rôle. Le rôle premier de l'État, c'est la protection. C'est la protection des citoyens. Et donc, il joue son rôle de protection contre tout ce qui peut, et notamment dans une démocratie, tout ce qui peut le menacer, y compris dans ses libertés. Donc, c'est un rôle premier de l'État. Ce que l'on constate, effectivement, d'une manière un peu plus large, c'est que je prends une analogie de science-fiction. Voilà, j'ai un roman de science-fiction qui s'appelle Les Princes d'Ambre, que j'aime beaucoup, qui décrit deux classes d'individus, des individus qui s'affranchissent de l'espace, qui s'affranchissent, qui peuvent, qui ressemblent un petit peu à une forme d'hyperclasse, l'hyperclasse kérosène dont parle Michéa, qui s'affranchissent des États et qui en absorbent un certain nombre de ressources. Et donc on a effectivement des princes d'ambre, un certain nombre d'organisations, un certain nombre d'individus qui s'affranchissent un peu de l'État, qui en prennent des ressources, y compris financières, ne serait-ce qu'en ne payant pas d'impôts par exemple, et qui développent des instruments qui relèvent de l'instrument régalien. Google devient effectivement une agence de renseignement au même titre que la CIA ou la DGSI, qui commence à envisager aussi des formes même d'emploi de la force, qui est par définition le monopole de l'État. Et accessoirement, toujours dans cet ouvrage, je décris une autre capacité qu'il appelle le logrus, qui est la capacité à faire venir à soi un certain nombre des individus qui ont la capacité de faire venir à soi un certain nombre de choses. Et dans les flux de la mondialisation et notamment par une nouvelle technologie, on a des individus qui sont capables de se rebeller aussi contre l'État avec beaucoup plus de puissance qu'avant, en utilisant tous les flux. Les frères Kouachi, ils ont été capables de faire venir à eux de l'argent, de l'information, des armes, etc. et constituer un mini-groupe de combat plus efficace que celui que j'avais commandé au tout début de ma carrière. Et donc on a un État qui est en fait coincé entre deux forces, qui manque de ressources, qui paraît rigidifié, qui paraît impuissant. Et je pense qu'il est urgent, effectivement, de redonner de la puissance à l'État, de revenir. Tout ça, on est dans un contexte aussi assez, on va dire, libéral. C'est-à-dire cette idée que l'État n'est pas forcément l'instrument le plus performant, le système de gestion le plus performant pour assurer la vie des gens. Et donc oui, il y a une rébellion rébellion à faire. Et la lutte, la grande guerre mondiale actuellement, c'est la lutte des États contre, je pense, contre ces puissances de tout ordre, en haut ou en bas, qui la contestent. Dont on nous dit, les GAFA, qu'ils sont plus puissants que les États. C'est bien la difficulté. Et on a vu ce que disait Julian Assange, là, c'est impressionnant, que du temps de la RDA, on avait 10% de la population qui était espionnée par à la Stasi, et que là, ce serait près de plus de 80% pour beaucoup de nos régions, beaucoup de nos pays. Donc, que faire devant des États considérés comme moins puissants que les fameux GAFA ? Alors, je pense que la première chose que l'État devrait faire, c'est ne pas céder à la facilité d'utiliser tous les outils qu'offrent Facebook, les GAFA, etc., pour surveiller leurs propres citoyens. Parce que jusqu'à peut-être un changement futur, aujourd'hui, il y a une différence entre Facebook et l'État. C'est que l'État, il peut vous foutre en tôle. Et il peut, en gros, pour le dire de façon grossière, Facebook ne peut pas encore faire ça. Non, il ne peut pas faire ça, et l'État devra jouer ce rôle pour qu'il ne puisse jamais le faire. Mais il y a quand même cette différence fondamentale, c'est que le monopole de la violence légitime, il est quand même encore, jusqu'à ordre du contraire, présent au niveau de l'État. Donc le fait que de plus en plus d'États se disent
mais Facebook connaît tout sur vous, mais pourquoi pas moi? Et donc introduire des lois de surveillance. En France, on a eu une petite séquence tout à fait représentative ces 3 dernières années. Et bien sûr, avec les attentats, etc., ça donnait une certaine légitimité aux législateurs, au gouvernement de légiférer là-dessus, de prendre des décisions. Néanmoins, on va quand même, quand on regarde dans les pays occidentaux, vers une intrusion de plus en plus importante de l'État dans la surveillance de ses concitoyens. Évidemment, on n'est pas, peut-être, je ne sais pas si on est au niveau de la Stasi, je pense qu'on est bien au-delà au niveau de la Stasi. Sauf que la Stasi, on voit très bien les documents qui sont concentrés physiquement. Quand on va dans les anciens locaux de la Stasi, on voit tous les documents que l'État avait sur nous. Ça frappe. Aujourd'hui, peu de personnes pensent à demander, par exemple, toutes les informations que l'État possède sur vous ou vos captations auprès de la CNIL, parce que c'est un peu plus compliqué. Mais ça doit être assez faramineux. Et surtout, si on additionne avec ce que possèdent de vous les GAFA, je pense que c'est encore pire. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose que je voudrais peut-être aborder, qu'on n'a pas trop aujourd'hui abordé, parce qu'on a beaucoup parlé en philosophie, en technologie, c'est l'aspect social, en fait, de ce qui se passe au niveau des GAFA. Donc, juste sur l'intelligence artificielle, on n'en a pas trop parlé, mais vous avez aujourd'hui beaucoup de services qui vous disent on va vous permettre de vous répondre à toutes vos questions, de réserver en fait une table à un restaurant grâce à nos bots. Alors le bot, c'est un mot qu'on n'a pas utilisé. Bot, c'est un petit robot, c'est un micro-robot, un petit programme qui va normalement interagir avec vous sur une messagerie Facebook ou alors sur n'importe quel en fait support qui a déjà un contact établi avec vous. C'est un robot qui va vous dire salut, je suis là pour toi. Eh bien, on vous dit, alors grâce à l'intelligence artificielle, ça commence toujours comme ça, c'est la phrase qui vous attrape votre attention, je vais vous aider à être meilleur, à être plus performant, etc. Ce qu'on ignore, bien sûr, c'est que la plupart de ces promesses, ce sont des mensonges. Ce n'est pas une intelligence artificielle qui est en train de vous aider, c'est des milliers et des milliers de travailleurs du numérique, en fait, de personnes qui sont derrière des écrans et qui sont en train de chercher pour vous la réservation, la meilleure affaire. Mais ce n'est pas une intelligence artificielle, ce sont ce qu'on appelle des micro-tâcherons. Alors, il y a votre collègue Antonio Casilli qui travaille beaucoup sur ces questions-là. Ce sont des personnes extrêmement mal payées qui font des tâches extrêmement répétitives qu'en fait, les robots ne savent pas faire. Et puis, de toute façon, il est beaucoup trop cher pour embaucher des robots pour le faire. Il est beaucoup plus simple de payer un micro-tâcheron en Inde pour faire cette recherche-là. Alors, je vais vous donner un exemple un peu sympathique, mais il y a un exemple beaucoup moins sympathique. Par exemple, la modération des contenus sur Facebook. Vous savez, Facebook reçoit beaucoup de contenus. Alors, parmi ces contenus, il y a les vidéos de vos enfants, votre mariage, etc. Mais il y a, par exemple, aussi des vidéos scatophiles, zoophiles, de meurtres, d'exécutions, etc. Des trucs horribles. Et il y a des gens qui sont établis en Inde, enfin dans les pays où la main-d'œuvre est encore accessible pour des personnes et des personnes morales aussi pauvres que Facebook, et qui, en fait, font de la modération. Qui passent leur temps à chasser ces types d'images. Regardez, il faut bien se représenter là, des gens qui tuent, qui violent, etc. Et qui, donc, évidemment, il y a tout d'un coup une explosion du taux de suicide parmi ces micro-tâcherons et des taux de dépression. C'est effrayant. Ça ne se passe pas chez nous, bien sûr, on s'en fout, ça se passe quelque part en Inde, mais bon, quand même. Et donc, Facebook a décidé quand même de prendre la mesure du problème et d'essayer de limiter l'impact psychologique. C'est quand même extrêmement dur ce que je vous dis. Je réalise, c'est terrible. Ça se passe dans une entreprise qu'on utilise tous les jours. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et ça, c'est un problème social très important puisque dans la grande transformation du travail, il y a ce double aspect. C'est que le travail devient de moins en moins qualifié, de moins en moins bien payé et de plus en plus externalisé vers des personnes ou des régions du monde où, en fait, qui n'ont pas le choix, qui n'ont pas la liberté de dire non à ce travail-là parce qu'elles ne peuvent pas le remplacer. Et puis il y a une deuxième chose, c'est bien sûr vous, votre travail, le fameux travail du consommateur dont on a un peu plus entendu parler parce qu'il y a eu beaucoup d'articles sur le sujet qui sont sortis. C'est que, en fait, si c'est gratuit, c'est que vous travaillez. C'est pas que vous êtes le produit, c'est que vous êtes en train de travailler pour nourrir en fait tous ces géants avec vos données, avec vos inputs, avec vos comportements, avec vos réactions, vos émotions, vos photos, etc. pour leur permettre évidemment d'optimiser leur service, c'est ce qu'on pense, mais surtout de faire de l'argent. Il y a même des consommateurs qui ont demandé d'ailleurs aux GAFA de les payer parce qu'ils faisaient le travail pour eux. Alors le jour où on commence à y avoir des mouvements. Alors on a des décisions sur Uber aujourd'hui où le juge a requalifié des travailleurs indépendants en salariés. Alors le jour où on requalifie, moins comme celle
salariés de Facebook, on va bien Nous rire. travaillons On tous va pour bien eux, rire. on va bien s'amuser là, oui. Donc ça, c'est cet aspect-là. Donc il y a parmi les millions de façons que la technologie accroît les inégalités, il y a cette façon extrêmement forte de le faire. Et en plus, ces géants, évidemment, comme vous l'avez dit tout à l'heure très précisément, alors ce sont des géants économiques, c'est les plus grandes entreprises qui existent au monde aujourd'hui. Ce sont des géants diplomatiques et institutionnels, puisqu'ils connaissent ils ont connaissance, enfin ils participent d'aspects de notre vie normalement qui sont réservés à la sphère privée ou à la sphère sociale ou à la sphère institutionnelle. Et en plus ils ne payent pas leurs impôts forcément là où ils produisent leur valeur économique. Et troisième chose, ils ont une force, une capacité, un pouvoir de négociation tellement fort qu'un simple État, en fait, aujourd'hui, il faut le reconnaître, ne peut pas grand-chose. Donc, moi, je trouve que c'est génial et c'est super de lancer des missions sur l'intelligence artificielle avec des recommandations, avec des personnes qui vont être consultées. Il y a déjà une mission sur l'intelligence artificielle auquel, d'ailleurs, j'avais répondu, vous aussi, je pense, avant l'été. Donc, il y a une nouvelle. Oui, il y a déjà la On moitié. va continuer. Je pense que c'est un peu plus grave que ça. Et en fait, ça demande à ce que les États se disent qu'ils ont affaire à des espèces de monstres transfrontaliers, en quelque sorte, diplomatiques, face auxquels ils ont tout intérêt à s'associer pour une fois, pour leur discuter. Parce que seul un État, ou même seule l'Union européenne n'y parviendra pas, ne serait-ce que parce que souvent leurs serveurs et leur puissance, leur immatriculation, enfin tout est établi en fait aux États-Unis et demain, je veux bien le préciser, en Chine. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez un service qui existe aux États-Unis, il a son doublon qui est tout aussi massif, important, sophistiqué, qui existe en Chine. Donc nous allons être un peu prisonniers de ces deux côtés. Donc la petite Europe qui est là-dedans, qui avec sa Commission européenne, son Parlement, etc., on est quand même super mal barré pour leur parler. Donc, et on a pris un gros retard, il faut le dire. C'est le point de départ de ce projet de mission. Je crois bien que les bons sentiments, encore, l'Europe est vraiment très spécialiste sur les bons sentiments, mais en ce domaine-là, les bons sentiments, malheureusement, et les recommandations, missions, etc., prennent le pas sur l'urgence politique, proprement politique, parce qu'il s'agit d'une alliance politique à faire, de parler d'une seule voix. Et pardon, je finis juste là-dessus, parce que je ne veux pas du tout dire du mal de ces services-là, qui ont apporté une valeur très importante, on ne l'a pas dit, on fonctionne, on interagit aujourd'hui différemment qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans. Ça, c'était un peu ma phrase politiquement correcte. Donc, je complète. C'est une urgence aussi pour eux, parce que derrière, Facebook n'est pas méchant. C'est ce que dans le livre, l'auteur, en fait, l'écrivaine sur le Weapons of Mass Destruction, appelle la conspiration sans intentionnalité. C'est qu'il y a tout un ensemble de personnes qui prennent en fait des décisions, qui vont faire des algorithmes, fabriquer des produits. Et en fait, c'est ce que je disais exactement au début, en interagissant entre eux et avec nous, ils vont créer une espèce de grosse machine qui n'a pas été pensée pour être mauvaise. C'est sans volonté de nuire, c'est ça. Sans volonté de nuire, mais en fait, le fait est là. Et donc, en fait, pour leur bien, c'est comme avec les enfants, pour leur bien, il faut parfois leur dire non. Eh bien, c'est pareil avec les personnes morales qui ont cet effet énorme dans notre vie de tous les jours, pour leur bien et pour le nôtre. Parfois, il faut dire stop et il faut le dire avec un peu plus de décision qu'avec une énième recommandation. Voilà. À la question que peuvent les États, pour l'instant, vous répondez, ça va être dur. C'est pas impossible, mais pas grand-chose. Je suis un peu pessimiste. Jean-Gabriel Ganassia, puis je voudrais qu'on aborde aussi la question d'éthique dont vous avez à vous occuper, mais on est sur le même. Oui, mais je voudrais quand même sur cette question politique qui est vraiment tout à fait centrale, dire, bien sûr, ce qui est désarmant avec ces grands acteurs de l'Internet, c'est que quand on les rencontre, ils sont éminemment sympathiques. Moi, je me souviens d'une table ronde un jour à laquelle j'étais, c'était les chefs de sécurité d'entreprise. Alors bon, c'était quand même plutôt guindé, en cravate, musclé. Et là, il y a le type de Google qui arrive, mais sympathique comme tout. Il avait une casquette à l'envers, etc. Tout et comme bon, il faut. c'était un matheux. Après, bien sûr, quand on discute, il commence à nous dire qu'il a le souci des gens. Il veut crypter les données individuelles. C'est formidable. Il veut nous protéger. Ils veulent tous nous protéger. Le problème, c'est qu'après, quand on regarde dans le détail, je lui dis, mais écoutez, je comprends que vous vouliez nous protéger, mais en même temps, vous aspirez toutes nos requêtes sur Internet. Elle me dit, ouais. Et puis, je lui dis, mais écoutez, là, on est en France. Vous savez qu'il y a un moteur français qui s'engage à ne pas aspirer nos requêtes. Alors peut-être que ce serait justement une possibilité. Ça veut dire quoi? Attendez, expliquez-nous. Alors, chaque fois que vous savez, il y a une habitude aujourd'hui,
quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous googlez son nom. C'est-à-dire que vous essayez de voir sur Internet qu'est-ce qu'on dit de lui. Et dans tous les ministères, d'ailleurs, les gens ont l'habitude de faire ça. Or, bien sûr, ça veut dire que Google enregistre toutes ces requêtes et vous suit à la trace. Google est au courant de l'activité de tous les ministères français, tous les ministères régaliens. Il n'y a pas de recommandation, me semble-t-il, dans le ministère de la Défense pour ne pas utiliser Google. On pourrait, par exemple, utiliser ce moteur français qui s'appelle Quant, et qui s'engage justement à ne pas tracer les requêtes. Alors, je crois qu'il est important Donc de vous lui avez comprendre posé ça. cette question-là, vous lui avez dit qu'est-ce que Ouais, vous faites des il a requêtes rigolé, il ne savait pas trop quoi dire, bien sûr. D'accord. Mais il était très sympathique. Alors, je crois qu'il faudrait Et la vraiment- casquette à l'envers. Et la casquette à l'envers. Ah oui. Et il faut maintenant insister, je crois, là-dessus, qu'on prenne bien conscience du danger. Les GAFA donnent crédit à des histoires qui sont des fables anciennes, qui viennent de la science-fiction. Ça a été justement ce qui a motivé pour l'écriture de mon livre sur le mythe de la singularité. Comme la singularité, il y en a d'autres qui nous racontent que c'est la fin du monde. Et il y a un danger. Ils disent l'intelligence artificielle va nous dépasser. Ils disent nous n'y pouvons rien. Ils nous expliquent qu'il y a une autodétermination de la technologie, sans nous rappeler que c'est eux qui développent la technologie. Et donc ils nous disent nous on va vous défendre parce qu'on est sympa. Ils ont tous le souci, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans la logique des capitalistes du 19e avec des gros cigares, c'est complètement différent et on n'est plus dans des logiques anciennes. Alors moi, ce que je crois, et c'est ça qu'il faut dénoncer, c'est qu'au-delà de l'objectif économique, ils ont réussi, ils ont les capitalisations boursières qu'on n'a jamais imaginées auparavant, il y a un objectif politique, ils ont un agenda qui est effectivement de se substituer aux États. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ils veulent assumer à la place des États un certain nombre de fonctions régaliennes. Alors on le voit, si on prend les 5, la diplomatie, vous l'avez évoqué, la finance, avec les nouvelles monnaies par exemple, la sécurité intérieure, avec... L'information, alors, l'information, bien sûr, etc. Alors, on peut les prendre tous, et même la défense, et je crois que c'est important, la justice défense, aussi, la justice. etc. Alors, je ne vais pas le détailler, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, d'abord, je crois qu'il faut être cohérent. Nous avons vu, l'an dernier, c'était un ancien gouvernement qui a émis une loi sur le numérique, la loi sur la République numérique, où on encourage tout le monde à utiliser des logiciels non propriétaires. Dans le même temps, vous aviez la ministre de l'Éducation nationale qui a signé un accord avec Microsoft pour faire entrer Microsoft dans l'éducation nationale. Ça, je crois que ce sont des incohérences qui coûtent extrêmement cher. Et vous en avez beaucoup comme ça. Alors, je vais citer la dernière pour ne pas prendre trop de temps. On a vu dans le petit fil la CNIL. Et on se dit, ils sont formidables, ils défendent nos données. Mais je crois qu'on est orthogonal à la réalité. C'est-à-dire que l'idée des données telle qu'elle est présentée par la CNIL, à mon sens, ne correspond plus à la réalité contemporaine. Et on a fait un règlement européen... Ça veut dire quoi? Qu'elle est débordée? C'est la commission informatique et liberté. Ça veut dire, je vais le dire autrement, ça repose sur des principes qui ne peuvent pas être appliqués. Les deux grands principes de la CNIL, c'est le principe de finalité et de proportionnalité. Finalité, ça veut dire quand on construit un fichier, alors déjà le terme fichier, fleur bon ancien temps, parce qu'il n'y a plus de fichier aujourd'hui, mais quand on constitue un fichier, on vous dit, on doit savoir à quel but on constitue ce fichier. Alors, je suis désolé, mais aujourd'hui, ce qu'on appelle les big data, on rassemble toutes les données possibles. Ensuite, on nous dit la proportionnalité, vous devez avoir une date de péremption sur le fichier. Or, aujourd'hui, on est né sur du partage de données, il n'y a pas de traçage possible des données, et donc on ne peut pas avoir de péremption sur les données. Alors, on est en train de mettre en place un règlement européen qui va être contraignant à partir de mai 2018, parce qu'il doit être retraduit dans les législations nationales. Et là, on peut s'inquiéter, parce que ce règlement européen va être extrêmement contraignant pour les sociétés, en particulier pour les PME, parce qu'elles n'ont pas les moyens de se mettre aux normes. Et il y a un nombre de possibilités de recours qui est absolument considérable. Et donc, on va affaiblir l'industrie européenne. Et puis, on nous dit, mais vous savez, les GAFA vont être soumis à ces règles-là. Et on nous explique qu'un Européen les données d'un Européen seront soumises à la législation de son État d'origine. Mais moi, j'ai du mal à croire que les GAFA se soumettront à ces choses-là. Alors, j'ai dit, juste pour terminer, j'ai été invité à un colloque du Parlement, alors j'ai dit, c'est le Munich du numérique. Alors bon, ils n'étaient pas du tout contents, mais je le maintiens. Je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, on a encore des gens dans le Parlement ou dans les gouvernements qui n'ont pas une compréhension du numérique suffisante pour imaginer quels en sont les enjeux. J'espère que ça va changer, mais je suis un tout petit peu inquiet.
Vous avez parlé de l'éducation nationale, on ne l'a pas encore dit, mais ça peut passer par l'éducation, tout ça. Je voudrais